essaie à chacune des mobilisations qu'on fait d'avoir un geste impactant, d'être dans le registre de l'action directe. On est vraiment en train de se désactiver une machine qui broie le vivant et que c'est un geste d'autodéfense au final. Je pense que les soulèvements de la Terre leur font peur et d'un côté, tant mieux si on a réussi à instaurer un rapport de force un petit peu plus important. Je suis activiste écolo depuis 6 ans maintenant. J'étais d'abord dans les Jeunes pour le climat et là surtout, je suis engagée au sein des soulèvements de la Terre. Quand j'étais à l'université, du coup, j'étais dans les comités de mobilisation étudiants, donc qui étaient plutôt sur des questions sociales. Mais forcément, il y avait les expulsions à Notre-Dame-des-Landes et j'étais dans le milieu écolo aussi, donc c'était très marquant de voir cette composition de plein de forces différentes sur une même lutte, de voir à la fois des personnes qui décident de vivre à la ZAD, mais aussi des associations qui ont fait des recours juridiques ou qui étaient plus dans le plaidoyer, des organisations syndicales, paysannes, etc. De voir que tous ces modes d'action ils pouvaient être là au même endroit, c'est quelque chose qui, en tout cas, je pense, a beaucoup nourri le mouvement climat ensuite. C'est aussi pour ça qu'on a eu envie de se lancer, quoi. Parce qu'après être allé à Notre-Dame-des-Landes, c'est un moment où il y a plein de personnes qui s'étaient jamais mobilisées sur ces enjeux, qui sont arrivées dans la rue, qui ont commencé à faire des actions de désobéissance civile assez massives. On pensait à des actions comme le blocage de la République des pollueurs à la Défense, on s'est quand même retrouvé à plus d'1 millier de personnes. Donc voilà, il y a eu tous ces événements assez marquants. Mais ensuite, il y a eu la pandémie. Et c'est arrivé à un moment bien particulier où on commençait à se dire « bon, ok, ça fait une bonne année qu'on se mobilise et on n'obtient pas grand-chose. Qu'est-ce qu'il faut faire? Comment est-ce qu'on peut avoir un rapport de force suffisant ?» Et donc là, il y a eu plein de discussions entre plein d'organisations différentes. Et moi, je me suis retrouvée à des endroits où on se questionnait beaucoup sur la place des luttes locales. Mine de rien, quand on pense aux grandes victoires écologiques de ces dernières années, il y a Notre-Dame-des-Landes, mais il y a aussi la lutte à Sivins, il y a aussi toute la lutte antinucléaire avec ce qui a pu se passer à Plogoff, il y a le Larzac. Et ouais, ça nous a semblé assez pertinent de partir d'une écologie assez ancrée, parce que d'autant plus à Paris, peut-être que dans d'autres petites villes c'était différent, mais on voyait très bien que les personnes qui se retrouvaient dans les marches pour le climat, c'était quand même assez homogène socialement. Et que pour plein de personnes, l'écologie c'était quelque chose... le dérèglement climatique, c'est l'effondrement de la biodiversité, c'était des choses trop grandes. Je pense qu'on se sentait totalement... on avait l'impression que c'était trop grand pour nous et que ça servait à rien de se mobiliser. Et du coup, en partant de cet enjeu local, où en fait, quand il y a quelque chose qui se fait, qui est détruit juste à côté de chez toi, forcément tu te dis ouais, mais il y a urgence à agir. J'ai l'impression que c'est moins grand pour le coup et que je peux faire quelque chose. Et que de fil en aiguille, pourtant, ça nous permet vraiment d'avoir un impact national et global. Et du coup, voilà, il y avait ce premier présupposé stratégique, et le deuxième, c'était bien entendu qu'on était peut-être un peu trop gentils, et que faire des occupations, des blocages, c'était super, mais si on voulait vraiment, en tout cas sur le levier impact économique, impacter davantage les entreprises écocidaires, il fallait passer à des formes de sabotage, maintenant qu'on appelle désarmement, et peut-être qu'on pourra revenir sur ce terme, mais il fallait qu'on fasse des actions impactantes matériellement. Et puis peut-être pour finir, la question paysanne, qui était juste pas du tout abordée dans le mouvement écolo. Et ces trois présupposés stratégiques, on les a retrouvés dans plusieurs organisations, dans plusieurs groupes, dans plusieurs espaces d'échange. Et ça a conduit au fait qu'on organise un week-end où plein de personnes se sont retrouvées. Il y avait il y avait plus d'une centaine d'organisations. On a écrit l'appel des soulèvements de la Terre, on a trouvé le nom des soulèvements de la Terre, on a décidé de lancer la première saison. Et en fait, ça s'est construit comme ça, de manière assez organique et spontanée, quoi. Nous, en gros, on a 3 modes d'action principaux. Il y a l'occupation, avec aussi des formes d'occupation pérennes de terre, donc les reprises de terre. Il y a les actions de blocage et il y a les actions de désarmement. Mais par contre, on s'inscrit toujours dans des luttes qui ont une diversité des tactiques beaucoup plus importante, que ce soit des recours juridiques, des rassemblements sans action de désobéissance civile, qui font aussi de la sensibilisation, du plaidoyer, qui utilisent toute cette palette de modes d'action. Et nous, on n'apporte pas un jugement particulier sur ces actions-là tant qu'on va dans la même direction. C'est important aussi que chacun et chacune puisse trouver sa place dans le mouvement écolo. Le désarmement, c'est le fait de démanteler, ou au moins d'atteindre matériellement une infrastructure néfaste. C'est totalement dans la lignée des actions de sabotage, mais ça nous semblait intéressant d'avoir un mot qui montre qu'on est vraiment en train de se désactiver une machine qui broie le vivant et que c'est un geste d'autodéfense au final, d'avoir toute cette portée-là.
Mais un petit peu comme Françoise Daubonne parlait de contre-violence. C'est des termes qui sont assez intéressants aussi pour positionner d'où viennent ces gestes, pourquoi on les fait. Et nos actions de désarmement, je pense qu'on peut dire que, mine de rien, elles sont un peu symboliques, mais il y a vraiment cette idée de se rendre compte que, justement, on est forts tous ensemble et que ces gestes, ils peuvent être propagés partout, quoi. Enfin, typiquement, les méga-bassines, on en a débâché une tous ensemble en plein jour, mais à côté, il y en a eu 14 qui ont été débâchées de nuit par des habitants, et c'est peut-être des personnes qui, en manifestation, se sont dit « Ah, mais en fait, juste, tu prends un cutter la nuit, personne ne te voit, tu peux totalement débâcher cette bassine. » Et les reprises de terre, l'idée, c'est d'aller reprendre des terres qui sont soit destinées à un projet polluant et imposé, soit qui ont été accaparées par l'agro-industrie. Il y a une action qu'on a faite, c'était dans le Jura, et là c'était ce qu'on pourrait qualifier de cumulard. Quelqu'un qui s'accapare beaucoup de terre jusqu'au point de souvent ne plus avoir du tout un métier de paysan, enfin des figures à la Arnaud Rousseau qui font des montages sociétaires pour accumuler des centaines et des centaines d'hectares et qui au final vont juste faire cultiver leurs terres par des sous-traitants. Et donc on est allé faire une action de reprise de terre dans le Jura, de vignes en plus qui étaient même plus cultivées. Et on a défriché ces parcelles pour permettre à de nouveaux paysans d'y installer des vignes, alors que l'accès au foncier pour les jeunes paysans il est de plus en plus compliqué. Et ces actions, si elles sont dans un registre qui est cher au soulèvement de la terre, c'est que nous, on essaie à chacune des mobilisations qu'on fait d'avoir un geste impactant, d'être dans le registre de l'action directe, que ça nous permet vraiment d'impacter les choses, de ne pas uniquement s'être rassemblés, avoir montré notre mécontentement contre un projet polluant et imposé, mais ça permet de retrouver de la puissance d'agir tous et toutes ensemble. C'était quand même un pari, les soulèvements de la terre, de se dire on va faire une coalition avec des organisations aussi différentes. C'est le pari de la composition, de se dire que sur des mobilisations, il va y avoir des grosses organisations comme Greenpeace qui font quand même beaucoup de lobbying auprès de l'État et du coup ont envie d'avoir une certaine image et des militants autonomes qui viennent sur les manifestations. Enfin, il y a vraiment, il y a des mondes très différents qui se rencontrent aux espaces qu'on crée avec les soulèvements de la terre. Et je pense que c'est ça qui fait notre grande force aussi, de s'être jamais désolidariser des modes d'action les uns des autres, d'essayer de trouver des consensus d'action, bon, même si les choses ne se passent pas tout le temps comme prévu, CF Sainte-Soline, qui conviennent à tout le monde, mais qui nous font pas, qui nivellent pas le niveau d'intensité par le bas, quoi. Je pense qu'il y a eu des grandes avancées. Typiquement les bassines, personne ne savait ce que c'était il y a 3 ans. Je trouve ça quand même fou. C'était vraiment, je pense que les gens se disaient, mais pourquoi les gens se mobilisent là-dessus? C'est vraiment un conflit entre différents types d'irrigation, entre agriculteurs. On s'en fiche un peu. Et c'est devenu une lutte nationale. Donc ça montre aussi que les gens ils peuvent s'intéresser à ces enjeux paysans-là. Et quand même, mine de rien, il y a eu 2 bassines de construites. Il y en a eu une quinzaine de désarmées. Le prix du mètre cube à la COP de l'eau a augmenté. Ils sont obligés de gardienner maintenant toutes les nouvelles bassines qui construisent. Ça leur coûte énormément d'argent. Il y a une pression sociale maintenant dans le Marais Poitevin et dans les Deux-Sèvres en général où quand t'es irrigant, en fait, tes voisins ils débattent avec toi ou même ils te regardent mal en disant mais pourquoi tu fais ça? Même pour 94% des paysans qui ne pourront pas avoir accès à cette eau, c'est quand même pas très cool. J'ai l'impression que ça a impulsé quelque chose dans le mouvement écolo qu'on ne trouvait pas forcément en 2019 où on avait tendance à se tirer un peu plus dans les pattes parce que le mouvement climat il s'est énormément politisé. Et qui s'est rendu compte aussi qu'on obtenait les choses par le rapport de force et qu'il allait falloir être malin et que le pire, c'est de céder à un récit criminalisant, de dire oui, eux, en effet, c'est les mauvais militants, réprimez-les et nous, on reste dans notre coin à faire nos petits trucs. Parce qu'en fait, tu vois qu'à partir du moment où tu lâches sur ça, la répression, en fait, elle va juste concerner de plus en plus de monde. Donc là, il y a vraiment besoin d'être solidaire et de se tenir tous ensemble. Et c'est intéressant de voir le changement d'attitude en fait, du pouvoir vis-à-vis du mouvement écologiste. La dissolution, c'est qu'un épisode. Et avant la dissolution, on a eu les premières arrestations par la sous-direction antiterroriste, qui maintenant s'intéresse beaucoup au mouvement écologiste et aux mouvements sociaux en général. Ce qui est quand même fou, c'est que donc, la première fois que des militants écolos sont arrêtés par la sous-direction antiterroriste, c'est pour des actions qui ont eu lieu contre Lafarge,
qui est une entreprise donc, qui a été condamnée déjà aux États-Unis pour crimes contre l'humanité en Syrie, qui ont donc collaboré avec Daesh. Enfin, on voit que c'est pas du tout proportionné et on voit qu'il y a une réelle volonté de terroriser les militants écologistes, comme on l'a vu à Sainte-Soline, où au final, pour protéger un cratère, enfin, il n'y avait rien à désarmer cette fois sur la bassine, on a mis plusieurs milliers de gendarmes qui ont tiré des grenades toutes les 2 secondes avec 2 personnes qui ont été entre la vie et la mort, des personnes qui seront mutilées à vie, etc. etc. Et c'est assez glaçant de voir cette répression s'abattre sur nous. Moi, je pense que malheureusement, ça va continuer, même si on a pu échapper à la dissolution. Je pense que les soulèvements de la Terre leur font peur et d'un côté, tant mieux si on a réussi à instaurer un rapport de force un petit peu plus important, parce qu'ils voient justement que c'est un mouvement qui est beaucoup plus hétérogène, avec les luttes locales qui partent de partout, que la question du désarmement. Enfin, j'ai l'impression que maintenant, il n'y a aucun débat dans le mouvement écologiste. Tout le monde est prêt à faire ça, donc mine de rien, ça peut quand même avoir un impact économique important. J'ai confiance en nous sur le fait qu'on va réussir à résister à cette répression-là. On a des super réseaux d'avocats, on a des super réseaux d'entraide. On arrive quand même bien à se défendre parce que, mine de rien, pour l'instant, les dossiers, c'est des coquilles vides, hein, c'est comme la dissolution. Et on arrive encore à se faire entendre dans les tribunaux. Mais c'est sûr que je pense qu'il va falloir garder de la force et de la détermination pour les années qui vont suivre. Et là, du coup, dans le livre Première secousse qui sort la semaine prochaine, c'est intéressant parce qu'il y a des récits d'actions qui montrent vraiment la diversité des actions qu'on a pu mener au sein des soulèvements de la Terre. Les gens nous connaissent souvent pour les méga-bassines ou pour l'autoroute A69, mais on a été sur plein de petites luttes, même plus de niches, notamment dans le milieu paysan. Enfin, je pense aux reprises de terre qu'on a pu faire dans le Jura ou les vendanges sauvages qu'on a pu faire dans le Var, chez Bernard Arnault. Là, il y a des actions qui viennent appuyer aussi sur des questions très particulières. Comment on se positionne par rapport à l'idée de nature, comment justement on se positionne par rapport à la question de la violence. Bon, voilà, c'est une question qui a fait peut-être couler beaucoup d'encre vis-à-vis des soulèvements ces derniers temps. Comment est-ce qu'on pense qu'il faut s'organiser, qu'est-ce que c'est notre vision d'une organisation? Tout ça, c'est des questions beaucoup plus larges. Et du coup, l'idée... on peut se dire que c'est un peu ambitieux pour un mouvement aussi large, mais c'était de se retrouver, de débattre et d'essayer de poser parfois même des choses qu'on n'avait pas formalisées entre nous et de voir aussi qu'il évolue très rapidement et que là, c'est un cliché à un instant T, mais dans 1 an, on serait peut-être pas du tout au même endroit, quoi. Dans les soulèvements de la Terre, on est un certain nombre à être à la fois paysans et militants. Et moi, je suis pas encore installée, même si c'est mon activité principale de bosser sur le projet, d'aller dans des fermes pour me former et tout. Et c'est sûr que la question de la subsistance, elle me parle beaucoup. Parce qu'on a tellement été déconnectés de tout ça. Et l'idée, c'est quand même de retrouver une part d'autonomie matérielle, en reprenant des terres, en ayant des bases arrières pour faire nos grands rassemblements tous les 6 mois d'organisation des saisons où on se retrouve à 200, 300 personnes, 400 personnes. Et ça me paraît vraiment hyper important pour la suite, notamment pour le fait que y a plein de personnes qui aimeraient quand même être moins dépendantes du capitalisme, parce qu'il y a toujours un truc quand même pas très agréable de se dire « Ah en fait je fais 35 heures dans un métier pourri qui contribue vraiment au monde contre lequel je me bats, mais en fait j'ai pas trop d'autres solutions que de continuer comme ça, et j'ai l'impression que de créer des réseaux d'entraide et justement de se réapproprier ces moyens de subsistance-là, ça permet aussi de nous ouvrir de l'espace en fait, pour être plus nombreux à lutter, même d'imaginer des manières de faire en sorte qu'une alimentation de qualité soit accessible au plus grand nombre, de réfléchir à aussi toutes les réflexions qu'il y a en ce moment sur la sécurité sociale de l'alimentation et tout, qui est qu'un premier pas. Enfin, c'est super d'avoir cet aspect-là aussi dans son métier au quotidien. Le mouvement agricole, ça nous a fait beaucoup cogiter sur l'état des lieux du mouvement agricole. Comment est-ce qu'on fait pour ne pas tomber dans le piège, même si j'ai l'impression que les actions qu'on fait, il y a plein de paysans qui sont là, etc., ne servent pas juste un discours de la FNSEA très corporatiste qui fait que les personnes elles se sentent attaquées chez elles et qu'elles commencent à croire au discours de l'agribashing, des écolos qui veulent aller brûler des fermes, etc. Ça fait quand même que je pense que ça nous questionne sur comment
comment est-ce qu'on fait en sorte que nos modes d'action ils soient plus parlants là-dessus, comment est-ce qu'on fait pour réinstaurer une lutte des classes aussi dans le monde paysan. Et oui, de montrer ce qui nous attend malheureusement, c'est-à-dire la disparition du monde paysan si on n'agit pas vraiment, quoi. Enfin, c'est vraiment de ça dont il est question. Enfin, si les fermes elles continuent à s'agrandir, à se financiariser, etc. Si ce sont les plus gros qui s'accaparent l'eau, enfin là les méga-bassines c'est 6% des agriculteurs qui vont pouvoir en bénéficier sur le territoire des Deux-Sèvres, ça va être totalement catastrophique. Et du coup dans une société écologique on a forcément besoin de paysans, en fait on a besoin d'ailleurs de plusieurs millions de paysans, de personnes qui prennent soin de la terre. Et donc je pense que ouais, c'est un des leviers les plus importants sur lesquels on doit se concentrer. Surtout que bon, au fur et à mesure que les fermes s'agrandissent, du coup les patrons de ces gigantesques fermes qu'on qualifie plutôt d'agri-managers, ils font appel à des sous-traitants et du coup ces sous-traitants, souvent c'est des ouvriers agricoles qui travaillent dans le monde agricole mais qui n'ont aucune prise sur les pratiques agricoles en fait. Enfin, ils exécutent juste des ordres et ça fait partie des personnes qui pâtissent le plus du système agro-industriel. Enfin, il y a des trucs totalement fous. Enfin, chaque année, des personnes même parfois qui meurent en fait en travaillant dans les champs, des travailleurs exilés, des travailleurs aussi étrangers, enfin, où il y a aucun respect du droit du travail ou des droits humains sur certaines fermes. Enfin, moi je le vois là au sud de Nantes chez les maraîchers industriels. Enfin, j'apprends des trucs totalement fous. Et ça, cette question-là, on la traitait pas du tout. Donc là, l'idée, c'est aussi d'aller rencontrer des syndicats d'ouvriers agricoles. Enfin, tout ça pour dire qu'on a structuré un réseau qui me semble assez puissant et qui est en train de prendre de plus en plus d'ampleur. Et donc voilà, ça, pour moi, c'est la victoire la plus importante, même si je peux pas dire en un an, à chaque fois, on gagne contre tous les projets sur lesquels on va, parce que bien entendu, la vie est plus compliquée que ça et que bon, souvent, justement, on se bat pas juste localement, on se bat pour toute une série de projets. Lorsqu'on se bat contre la 69, on se bat contre toutes les routes en France. Lorsqu'on va sur une méga-bassine, pareil, c'est contre toutes les formes d'irrigation destructrices. Donc ouais, ça prend du temps. Enfin, mine de rien, souvent, ça touche à des enjeux, à des intérêts économiques très puissants, à des enjeux nationaux. Et ça prend plusieurs années de gagner face à des projets comme ça.